On va passer à l'intervenant suivant. En l'occurrence, il s'agit de Jean Toutet. Donc, je vais vous raconter dans quel contexte j'ai fait la connaissance de Jean. C'était il y a des années. J'avais créé une société innovante et à l'époque, on avait droit à des remises sur l'IS. Et bien entendu, à la fin de quelques années de bénéfices où j'ai pu bénéficier de ces remises sur l'impôt société, eh bien, j'ai bénéficié de 2 contrôles fiscaux, l'administration cherchant à remettre en cause le bénéfice qu'il m'avait promis. Et donc, j'ai eu besoin de quelqu'un pour me défendre. En l'occurrence, Jean est avocat fiscaliste et donc on est allé au tribunal administratif pour se battre contre l'État et grâce à Jean, on a brillamment remporté ce combat. Et voilà comment j'ai fait la connaissance de Jean, qui donc a d'une part créé un cabinet d'avocats fiscalistes et qui est également entrepreneur par ailleurs, vu qu'il a créé une legal tech que je conseille actuellement et qui se développe bien. Voilà. Et donc, c'est moi qui le conseille après que ce soit lui qui m'ait conseillé. Voilà. Ceci dit, en tant qu'avocat fiscaliste, Jean épluche en permanence. Il se balade toujours avec une mallette avec des tas de papiers où il lit toutes les nouveautés dans le domaine fiscal pour se tenir à jour parce que c'est compliqué. Et ce faisant, il découvre des niches intéressantes. Il était déjà intervenu une fois à un autre de séminaires où il nous a présenté une manière pour un entrepreneur d'acheter les locaux de la société avec un montage très, très innovant et très avantageux. Mais aujourd'hui, il va vous proposer une autre analyse sur l'avantage en nature logement. Et donc, je passe la parole à Jean. Merci beaucoup, Tristan. Bonjour à tous à nouveau et merci Tristan. Oui, donc l'idée c'est de vous présenter, alors c'est un peu technique après le déjeuner, mais bon, ça ne va pas durer très longtemps. L'avantage en nature logement. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de voir comment, vis-à-vis de salariés, peut-être de mandataires, lorsque on met en place un avantage en nature, qu'est-ce qu'on peut en tirer sur un plan en fait social et fiscal ? La fiscalité et le droit social, c'est assez proche. On est parti. Donc j'ai quelques slides. Donc la première chose, donc un petit peu pas de cours, mais de rappel bref. Normalement, un salaire, c'est versé en argent, mais en fait, il peut aussi y avoir des avantages en nature. Alors en nature, ça veut pas dire que je vais payer le loyer à la place du salarié. Ça veut dire que soit je suis propriétaire et je lui mets à disposition en tant que propriétaire, et à ce moment-là, je le prends en compte dans le bulletin de salaire, soit je signe le bail, donc c'est moi qui suis le bailleur principal, moi employeur, et je le mets à disposition, comme si j'étais propriétaire, au profit du salarié. Ça veut dire que donc juridiquement, je suis le preneur à bail. Donc cet avantage en nature, généralement, si on veut le mettre en place, on n'est pas tous les jours propriétaire de locaux d'habitation, notamment dans l'entreprise. Et donc, généralement, ça se passe par le sujet d'un bail qu'on signe en tant qu'employeur. Alors, cet avantage en nature à la nature d'un salaire, ça veut dire que, comme un salaire en argent, on acquitte les cotisations sociales, on paye les cotisations sociales, salariales et patronales. Et puis, vous savez, aujourd'hui, dans le bulletin de salaire, il y a écrit en gros le net à payer avant PAS. PAS, c'est quoi ? C'est le prélèvement, à la source. Merci beaucoup. C'est le prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu. Et donc, on a les deux aspects, c'est en plus petit sur le bulletin de salaire. Et donc, on a la même assiette sur un plan de cotisation sociale et de cotisation fiscale. Alors, cette assiette, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que c'est pas le montant réel en fait du loyer. C'est-à-dire que le loyer, imaginons que le loyer, ça soit 1 200 € par exemple, pour un 2 pièces. Eh bien, en fait, on a un barème qui est présenté par les URSSAF et qui est repris par l'administration fiscale qui dit on suit ce que dit les URSSAF. Alors, ce barème,
il est fonction du nombre de pièces de logement et du niveau de revenu du salarié. Et ce que vous voyez sur le slide, c'est que ce barème par pièce, il n'est pas très élevé. Il n'est pas très élevé puisque ça commence à 41 euros et puis ça finit à 200 et quelques, 208, je crois, euros par pièce. Et ça veut dire que, par exemple, pour un 2 pièces, si j'ai 1200 euros en tant que loyer payé par l'employeur, en réalité, dans le bulletin de salaire, l'évaluation de l'avantage en nature, imaginons que je sois dans la tranche, alors je devrais mettre des lunettes que j'ai, mais à 50 euros et quelques, en fait, je vais avoir une évaluation de l'avantage en nature qui est donc 57 fois 2, 114 euros. Ce qui fait que, dans ce cadre-là, si on prend un exemple, alors l'administration fiscale, donc je suis reparti de leur exemple, l'administration fiscale sociale a fait un exemple dans sa documentation, BOSS, bulletin officiel de la sécurité sociale, et nous dit, on part d'une rémunération en espèces de 2000 euros, et puis on a un 3 pièces, 3 fois 57 euros, ça fait 173 euros. Et puis je suis allé regarder sur meilleuragent.com en se disant que le prix moyen c'était 2156 euros pour un loyer de ce type-là à Paris. Et donc en fait ce qui se passe c'est que mon assiette en matière de sécurité sociale et puis derrière d'impôt sur le revenu, ça va être 2000 plus 173 et non pas 4156 euros. Donc ça fait une différence importante. Que je vais un peu détailler après, voilà, c'est que je dirais qu'en termes de chiffres, je dois les avoir un peu là, j'ai fait 2 colonnes, pardon, voilà. Donc vous avez la base réelle et la base forfait. Au réel, avec l'avantage en nature, on est à 4156 euros dans mon cas, et de l'autre côté à 2173. Alors j'ai pris des taux de cotisation qui sont en fait un peu sous-évalués. En réalité, 20% pour l'aspect salarial et 40% pour le patronal. Mais déjà, c'est assez parlant, en ce sens que on voit pour le net à verser aux salariés, le net à verser, c'est le brut en espèces moins l'ensemble des cotisations sociales. Donc au cas particulier, 831 sur les 4156 en réel. Et avec l'évaluation forfaitaire, 2173, donc on a 434. Ce qui fait que le net à verser aux salariés, je dirais avant le sujet du PASS, du prélèvement à la source, est assez différent parce que 1168 et 1565. Donc en fait, il y a une augmentation du pouvoir d'achat en fait, du salarié, qui là est de 33-34%. Et par ailleurs, comme il y a les cotisations patronales, il y a aussi un gain côté patronal, puisque les cotisations à 40%, c'est 1662 versus 869. Et que donc le coût total employeur, on voit qu'il y a un gain de quasiment 800 euros et qu'on diminue de 13% le coût total. Bon, il n'y a pas que des avantages. Et donc maintenant, quelques observations sur ça. Alors tout d'abord, des observations sur le barème. Donc le barème, j'ai pris Paris, mais en réalité, c'est toute la France. Donc c'est là où l'écart est le plus fort, c'est la région parisienne. Mais sans ça, il n'y a pas de distinction selon la lieu géographique. D'ailleurs, ça pourrait aussi être à l'étranger, dès lors qu'on relève de la Sécu française. Il n'y a pas de distinction. La deuxième chose, c'est que les pièces, c'est les pièces à vivre, d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on va compter le nombre de pièces en prenant uniquement chambre, salon, salle à manger, mais pas cuisine et salle de bain et autres. La troisième chose, même si c'est sans doute pas une bonne idée de le faire, c'est qu'on peut intégrer dans cet avantage en nature loyer non seulement le loyer, mais aussi un certain nombre de charges locatives. En fait, elles sont limitativement énumérées. Donc vous avez les 4 principales, l'eau, l'électricité, le gaz et le chauffage. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que ça veut dire que c'est chauffé gratis, donc on sait pas où on va quand même.
Voilà. Ensuite, les mandataires sociaux. Alors, c'est parce qu'il y a les salariés. Alors, en revoyant pour le préparer, parce que l'air de rien, je me suis replongé un peu là-dedans, c'est que on a tendance à dire d'une manière générale, ben, les mandataires sociaux n'y ont pas droit. C'est vrai, sauf s'ils ont un contrat de travail. En plus de leur mandat, ce qui est possible. Simplement, c'est apprécié de manière stricte, c'est-à-dire que le contrat de travail, quand on est mandataire, il y a deux conditions. Alors, j'ai cité en fait ce qui est écrit cette fois-ci dans le BOFIP, c'est le bulletin officiel des finances publiques, donc c'est la doctrine de l'administration fiscale, et qui nous dit, bah, attention, pour qu'il y ait un contrat de travail pour un dirigeant, en fait, il faut qu'il y ait des fonctions techniques distinctes de l'activité de dirigeant. Par exemple, je dirais dans une société informatique, ben, on peut avoir un président qui a des fonctions techniques en tant qu'ingénieur, informaticien par exemple, et qui par ailleurs a des fonctions de direction. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien de subordination. Et là, en étant à peu près raisonnable, si mon ingénieur fondateur associé est contrôlant, je pense qu'il n'y a pas de lien de subordination. En revanche, s'il est associé mais minoritaire, on peut l'imaginer. Et puis toujours en préparant, je me disais, mais en fait, vous savez, il y a peut-être un cas qui est que le fait de payer les cotisations chômage aux ACDIC, et souvent, en fait, en tout cas, soit vous y pensez, soit vous avez un conseil qui vous le dit, mais si vous êtes dirigeant, si jamais finalement vous êtes au chômage, ben, il est possible que les ACDIC disent bah non, votre contrat de travail n'était pas un contrat de travail, notamment parce qu'il n'y avait pas de lien de subordination, et on ne va pas vous indemniser. Et donc pour prévenir cette situation, ben, on peut les interroger au départ. Et donc c'est peut-être pas une mauvaise idée, pour l'aspect cotisation sociale, parce que s'ils disent bah non, il n'y a pas de contrat de travail, ben, vous ne cotisez pas au chômage. Et puis la deuxième chose, c'est là, on n'a pas le droit à l'avantage logement, mais à l'inverse, on est dans une logique, hein, nous en fiscal et puis en social, de faisceau d'indices. C'est un bon indice pour dire que le contrat de travail existe. Alors, euh, au-delà du barème, sur un plan général, bon, quand on fait un avantage logement, il faut le viser dans le contrat de travail ou dans un avenant, parce qu'en fait, bon, on va le voir là, chemin faisant, c'est que c'est engageant en fait un avantage en nature logement. Il y a un peu des risques, il peut y avoir, ça peut déraper, et donc il est possible, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait à plusieurs reprises, c'est de proposer ça à des salariés, mais à partir du moment où on se connaît, où on est en confiance, où on se dit bah, normalement ça devrait fonctionner, ou parce qu'il y a une situation particulière. Moi, la première fois où je l'ai fait, c'était une personne qui était au cabinet, j'ai fait ça il y a 15 ans, qui devait avoir une cinquantaine d'années, le propriétaire reprenait son logement et n'arrivait pas à retrouver. Elle me disait, je trouve pas, et puis ma rémunération, c'est pas suffisant pour ce que je veux. Alors, ok. Et donc je lui ai dit, bah, écoutez, si ça vous va, on peut imaginer un schéma, comme c'est un peu mon boulot, la fiscalité, c'est que c'est moi qui vais prendre à bail. Et puis à ce moment-là, vous n'avez plus aucun problème pour trouver un appartement parce qu'il n'y a plus besoin de caution, il n'y a plus rien, c'est le cabinet qui signe. C'est la CELARL en l'occurrence. Et voilà. Et elle a trouvé un appartement à Levallois, un beau 2 pièces avec terrasse. Elle était contente. Et c'est un outil de fidélisation, évidemment. Mais il faut le mettre dans le contrat de travail. Alors, côté salarié, ben, elle était contente. Mais comme vous voyez, il y a aussi des inconvénients. Alors, les premiers, ils sont financiers. C'est que, bah oui, diminuer l'assiette des cotisations, c'est bien joli, mais il y a une partie des cotisations sociales qui sont dites contributives, c'est-à-dire qu'on a des droits derrière, c'est la retraite, et ben on minore les droits à retraite. Et pareil, bah, le chômage, j'en parlais de tout à l'heure, bah, et l'assiette des cotisations, le revenu qu'on prend en compte, c'est le revenu retenu pour les cotisations sociales. Et donc là, il y a une contrainte. Alors, ce qui se passe, c'est que côté employeur, cette contrainte, donc en l'occurrence, je lui avais dit, hein, ça diminue quand même l'assiette. Et ce que j'avais fait aussi, c'est que je lui avais rétrocédé parce que l'avantage employeur. C'est-à-dire que moi, j'avais rien gagné dessus, ce qui me paraissait relativement sain en réalité. Et donc, je lui avais rétrocédé en fait en faisant, à l'époque, c'était un PERCO, maintenant c'est les plans d'épargne retraite, et en mettant des primes qui étaient exonérées. C'était pas idiot puisque ça compensait. En tout cas, en partie, j'ai pas fait les calculs, mais ça compensait une partie de la diminution des pensions de retraite. Et puis, existence, oui, d'inconvénients intrinsèques pour l'employeur. Ben oui, enfin, vous y pensez sûrement, parce que
C'est que quand on est preneur à bail et que c'est pas soi qui occupe, tout est possible. C'est-à-dire que j'ai notamment des clients, je vous en parlerai tout à l'heure d'ailleurs, avec des populations un peu particulières de personnes, et où en fait ça serait tout à fait intéressant de le faire. Parce que ce qui compte, c'est le net après impôt et dans les négos, et pas le brut. Voilà, c'est un peu, on va dire que c'est un peu des vedettes. Et que c'est compliqué de les avoir. Et donc, c'est une manière de diminuer les choses, mais le problème avec ce genre de vedettes, c'est qu'ils peuvent tout casser. Donc, on ne maîtrise pas ce qui se passe pendant le contrat, c'est-à-dire que s'il y a des dégâts et des choses comme ça. Et puis, la deuxième chose, c'est que si jamais, à la sortie, il y a un conflit, comment on fait? Alors, certes, le propriétaire, il faut aussi l'accord du propriétaire, mais généralement, il est plutôt d'accord, hein. Et j'ai oublié de dire que l'inconvénient... côté salarié, oui, c'est le fil à la patte, c'est que c'est bien gentil, mais si je veux changer de boulot, comment je fais? Comment je fais? Parce que c'est mon employeur qui est le preneur principal. Alors ça m'est arrivé aussi, en fait, la première fois, ça s'est très bien passé avec la personne dont je parle. Alors, c'est le hasard de la vie faisait que je connaissais le bailleur en plus. Enfin, il y avait longtemps que je ne l'avais pas vu, mais je le connaissais. Et puis, les contacts, moi, j'avais pas du tout géré dans la vraie vie, j'ai juste signé le contrat. Mais le reste, je lui ai dit, vous vous en occupez. Donc, j'étais en confiance. Et finalement, ils s'entendaient bien. Et quand elle est partie du cabinet, elle a repris le bail à son compte et ça s'est très bien passé. Ça pourrait ne pas bien se passer, mais ça s'est très bien passé. Voilà, donc côté employeur, on a ce problème de dégâts, de conflits, de maintien dans les lieux après rupture du bail ou du contrat, avec des situations compliquées. Alors, il y a un point particulier, j'en parlais avec Jean-Christophe, parce qu'en préparant la réunion, c'est la contrainte d'une rémunération en espèces au moins égale au SMIC. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit, je pense que, enfin, j'ai pas vérifié d'ailleurs, mais j'aurais tendance à penser que c'est un sujet initialement, qui devait être un sujet de personnel de maison, je dirais ambiance 19e siècle, probablement, qui était de dire, on fournit le logement, mais il faudrait pas que ça soit de l'esclavage. Et donc, il faut aussi donner des sous. Et donc, en fait, on a un article dans le Code du travail, donc D3231-9, qui vient nous dire que pour apprécier le respect du SMIC, donc du salaire minimum, en fait, je vais simplifier, on fait abstraction de l'avantage en nature logement. Comme vous voyez, en fait, le petit article en dessous, c'est pas tout à fait abstraction, c'est 0,02 € par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avantage en nature logement, c'est 0,60 centimes d'euros pour un mois. Enfin, en gros, il n'y en a pas, quoi. Ça veut dire que on est, pour les personnes qui sont au SMIC, on ne peut pas faire d'avantage en nature logement. Parce que si on fait un avantage en nature logement, on va enlever... en fait, si je prends un loyer, je prends un salaire, là, le SMIC, il est à 1 700 €. Imaginons que j'ai 600 € de loyer. En fait, le salaire payé en espèces, ça va être 1 166 € pour le salaire mensuel. C'est en dessous du SMIC, donc ça ne marche pas. Donc, l'objet de la loi, en fait, c'est un décret, parce que c'est D, l'article D, c'est un décret, mais l'objet, c'est de dire, là, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il faudrait que la REM en espèces, après retrait du loyer valeur réelle, puisque c'est ça que je dis, soit au moins égale au SMIC. Alors, j'ai un deuxième cas, parce que je l'ai refait il y a quelque temps, avec une assistante qui venait de la Réunion, je pense, et qui avait du mal à s'acclimater à Paris, qui me disait, je trouve pas, elle était chez une copine en coloc, enfin, c'était compliqué, elle s'entendait plus, ça allait plus du tout. Et donc, je lui ai dit, elle était là depuis 2-3 mois, je lui ai dit, si vous voulez, je l'ai déjà fait, peut-être le refaire, c'est vous trouver un appart, alors, en avantage en nature logement. Alors, on a trouvé Paris 16, un très beau 2 pièces. Donc, j'ai tout signé, pareil, il s'est occupé de tout. Moi, je ne suis pas allé voir l'état des lieux, etc. Enfin, je vais lui demander des photos quand même. Mais voilà. Et pourquoi je parle de ça? Ah oui, parce que j'avais un petit problème, c'est que elle, son brut, c'était 3 000 €.
Et donc, j'ai mon service paye externalisé qui me dit bah, ça marche pas. Je dis bah, si, il faut que ça marche. Mais ça marche pas. Bon, mais si, ça va marcher. Alors, j'ai trouvé un truc, mais qui est d'ailleurs, je me suis dit, je me suis dit en refaisant là que c'était peut-être de l'abus mon truc. Enfin, c'est fini là. Parce qu'ensuite, 3 mois après, elle m'a dit qu'elle repartait dans la réunion. Donc, bon. Donc ça, bon, voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai dit, ben voilà, le loyer, en l'occurrence, ça devait être de l'ordre de 1200 euros, quelque chose comme ça. Et je lui ai dit, ben voilà, je vais faire un avantage en nature loyer, mais pas sur 1200. Il va y avoir une participation du salarié. Enfin, de vous, de la salariée. Donc, on va dire qu'on va enlever 400 euros. Et en fait, ça m'arrangeait bien, parce que comme ça, je mettais ma REM brute. Elle était dopée de 400 euros, je ne sais pas si vous voyez le truc, puis ensuite, je le récupérais en bas de salaire. Je dis, bah, ensuite, voilà. Alors, en y réfléchissant là, je me dis, bah, tiens, c'était peut-être trop malin. Vous savez, en fiscalité, il ne faut pas être surdoué, parce que quand on est surdoué, on se fait taper dessus. Donc, il faut être raisonnablement rusé, mais voilà. Et là, je me dis, c'est peut-être trop malin. Alors, c'est peut-être trop malin, mais finalement, quand je relis la documentation sociale, le boss, eh ben, il dit, avantage en nature loyer, c'est la prise en compte totale ou en partie du loyer. Donc je me dis, ah bah tiens, bah, s'ils me disent en partie, peut-être que c'est peut-être possible quand même. Mais bon, donc ça veut dire que quand même, on a ce sujet, cette contrainte du SMIC qui est appréciée par rapport à la rémunération en espèces. Alors, ensuite, encore quelques observations. Bon, voilà, l'employeur est le locataire principal, c'est presque de la révision là. Donc il en supporte les contraintes, donc il doit prendre position sur un certain nombre de questions pratiques. Bon, les charges locatives, comment on fait? Alors moi, dans mon deuxième cas, parce que je ne me rappelle plus du premier, mais elles étaient forfaitisées, ce qui m'arrangeait bien, parce que je n'avais pas à faire de régule, de machin, etc. Qui est sur le paiement du dépôt de garantie, bon, je l'avais fait, compliqué de faire autrement à mon avis. Qui assure la relation avec le propriétaire, pardon. Bon, moi, je m'en occupais pas du tout. J'ai signé à la moderne, là, c'est-à-dire sur mon téléphone sans lire le. J'ai quand même lu le. Mais c'est dur de lire un truc qu'on signe en électronique, faut se battre. Mais j'ai signé sur mon téléphone le bail. Il y avait une agence et puis voilà. Et puis des incertitudes à la sortie. Ben oui, la remise en état, le conflit avec le salarié. Enfin, en l'occurrence, les 2 fois, moi, ça s'est bien passé. La jeune femme, l'assistante, était un peu embêtée quand même de me dire au bout de 3 mois qu'elle repartait. Donc, elle a tout fait pour que tout se passe bien. Et voilà. Ensuite, donc, ben voilà, on arrive à la fin. Éléments de synthèse avant sans doute les questions. J'ai essayé de faire, enfin j'ai fait, je vous propose en fait un petit tableau de synthèse en disant avantages pour le salarié, puis inconvénients, et puis pour l'employeur. Ben voilà, chemin faisant, je pense qu'on l'a vu, le choix d'un logement sans sujet de capacité de revenu, c'est quand même un gros sujet. La deuxième chose, ben, c'est l'augmentation très importante du salaire net disponible en réalité. On peut avoir 30-40% en fait, d'augmentation de rémunération. La diminution de l'impôt sur le revenu, donc le net disponible, je fais comme les impôts, c'est avant le pass, mais enfin bon, après impôt sur le revenu, c'est aussi intéressant. Alors évidemment, les inconvénients, c'est que les pensions de retraite futures, j'aurais pu rajouter, je l'ai mis, le chômage aussi, et puis le lien, là, c'est le fil à la patte là, entre le logement et le contrat de travail qui est peut-être pas idéal, sauf portabilité. Et en fait, ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé la première fois, mais j'ai un client aussi, lui, il était dans la finance, il a 5 enfants, il a un beau logement, et il l'a en avantage en nature. Et en fait, il a été débauché. Et en fait, son nouvel employeur, il lui a dit, écoutez, il faut me reprendre l'avantage en nature logement, parce que sans ça, moi, ça ne va pas le faire. Et en fait, le nouveau candidat employeur a dit, c'est quoi? Ah, c'est rigolo. Ah, c'est une diminution d'assiette. Ah, c'est pas inintéressant. Puis il l'a fait. Donc la portabilité, elle n'est pas impossible en réalité. Voilà. Pour l'employeur, la fidélisation du salarié, c'est très important. C'est peut-être aussi l'attractivité, parce que ce n'est pas un truc très connu ni très pratiqué en réalité. Voilà, par rapport à dans un marché concurrentiel d'embauche, je dirais. La diminution des cotisations patronales, oui, sauf s'il les rétrocède. Les inconvénients, identifier
un reste à vivre irraisonnable. Alors, on a le sujet du SMIC, mais enfin, jusqu'où ne pas aller trop loin, hein, ça, c'est moins des questions du quotidien, hein, jusqu'où ne pas aller trop loin. Ensuite, risque de mauvais comportement du salarié en tant que locataire. Et puis, toujours cette incertitude, je dirais, à la sortie. Et puis, oui, idée complémentaire. Idée complémentaire, c'est en fait c'est un sujet. J'étais content d'intervenir là-dessus parce que qui me tient en fait à cœur. Mais bon, je sais pas par quel bout le prendre en me disant, en fait, ça devrait se développer et on devrait. Moi, je suis partant pour le développer en réalité parce que c'est quand même une manière, je trouve plutôt bon esprit, d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés, notamment des faibles salaires, en donnant aussi une possibilité de se loger plus facilement. Et donc je pense que avec ce sujet, on se dit mais comment faire pour le développer parce que l'employeur, il faut qu'il plonge dans la piscine quand même. Et en se disant, est-ce que l'eau est froide, est-ce que l'eau est chaude, bon. Et donc je me dis, en fait, c'est une réflexion personnelle. Vous l'avez peut-être déjà vécu, quand vous vendez une société, vous avez un sujet de garantie d'actifs et de passifs. Et vous avez un truc qui s'appelle le garantie de la garantie. De quoi parle-t-on? C'est que je vends 100, mais bon, il y a peut-être des problèmes qui vont arriver dans les 3 ans. Et puis, donc, on s'entend que sur les 100, il y a 10%, 20% qui ne m'est pas payé, qui est mis sous séquestre. Et ça sera payé dans 3 ans, si jamais les risques ne sont pas survenus. Sans ça, on va piocher. Et en fait, quand le vendeur n'a pas envie de mettre une garantie de la garantie, c'est-à-dire de ne pas tout récupérer, aujourd'hui, il y a une formule, parce que les assureurs sont devenus assez inventifs. Et dans le droit de l'assurance, on a le droit d'assurer tout pourvu qu'il y ait un aléa. Mais sans ça, tout est possible. Et comme tout est possible, je me dis, en fait, on devrait l'utiliser là aussi. C'est-à-dire qu'il y a bien un aléa. Mon aléa, c'est que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de préjudice pour moi, il n'y ait pas de coûts supplémentaires, mais j'en sais rien. Et donc, il y a probablement la possibilité d'organiser, alors je ne l'ai jamais fait pour faire, mais si on voulait un peu industrialiser le mécanisme, ce qui me paraîtrait une bonne idée, on devrait pouvoir s'entendre avec des assureurs en réalité. Donc c'est une assurance, c'est pas une assurance habitation, hein. C'est une assurance dommage quelque part que prend l'employeur, donc il va la payer, donc il va avoir un petit coût là, hein. Mais en fait, l'expérience montre sur les gaps, les garanties d'actifs et de passifs, que la prime d'assurance, elle n'est pas très chère. Et puis, quand les assureurs, en début de marché, ils cotent pas cher. C'est après qu'ils cotent cher. Mais au début, on s'en tire pas trop mal. Donc voilà, donc ça, c'est peut-être une idée. Et puis la deuxième, alors je me dis, en fait, je vous disais, là, cette contrainte du SMIC, enfin les 0,60 € pour la prise en compte de l'avantage en nature loyer pour savoir si on respecte le SMIC, c'est peut-être aujourd'hui un peu exagéré. Et peut-être qu'on pourrait modifier la loi, enfin modifier, moi je ne peux pas modifier la loi, mais en tout cas demander ou proposer ou donner l'idée à des députés, par exemple, des sénateurs, de modifier la loi pour faire en sorte que finalement ça soit accessible, ça serait quand même pas mal, à des personnes de bas salaire. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Merci Jean, comme toujours. Spot on. Deux partagent une question. Des clients ont fait ça pour des métiers en tension, où ils avaient du mal à recruter, et où notamment ils avaient des populations de femmes avec enfants qui, avec un seul salaire, n'arrivaient pas à se loger. C'est en région bordelaise. Donc un problème où ces personnes gagnaient trop d'argent pour être éligibles au HLM et pas assez pour être éligibles au marché privé. Donc ils ont fait construire 8 logements qu'ils ont attribués à ces collaboratrices. Et jusque-là, tout va bien. Et puis, un an après, donc sur les 8 logements, il y en avait 4 qui avaient quitté l'entreprise, mais pas libéré le logement. Et donc, comme on ne peut pas expulser une femme seule avec enfant, ils ont encore leurs 4 logements qui ne sont toujours pas libérés 5 ans plus tard. Donc, ça, c'est un peu l'histoire triste. Oui. Alors, les éléments dans
dans cette histoire, hein. Le premier, c'est qu'ils ont fait construire, ils sont propriétaires. Donc c'est un employeur propriétaire, qui n'est pas tout à fait mon cas, mais ce qui montre, qui met en lumière une chose, c'est qu'il faut quand même que le propriétaire soit d'accord. Hein, quand on fait un avantage en nature logement, il faut qu'il signe avec l'employeur et voilà. Maintenant, est-ce que son risque est supérieur? En fait, il y a quand même une relation directe, ensuite, propriétaire, occupant, je dirais, qui est la même que si on était dans un bail classique. Il s'avère là que c'est une population particulière, en réalité. Et peut-être que, d'ailleurs, peut-être que c'est un sujet de propriétaire et pas d'employeur, je dirais. Ouais, c'est très intéressant. Voilà. Ouais. En tant qu'entrepreneur-employeur, si tu n'es pas le propriétaire du bien, ben, tu t'extrais de ce problème. Ah, peut-être pas en totalité, parce qu'il y aura quand même un aspect responsabilité, hein. On sera mis dans la danse, hein, le jour venu. Mais quand même, c'est quand même un sujet propre. Enfin, j'ai le sentiment que c'est un sujet propriétaire occupant et qui ne concerne pas directement. Et puis par ailleurs, ils n'ont pas. Enfin, la critique est toujours facile après coup, parce que c'est quand même voilà. Mais c'est des choses qui sont. Alors ça, c'est que je connais un petit peu par ailleurs en réalité, mais qu'il faut vraiment border au départ. Parce que si on borde pas, c'est compliqué. Et je pense, par exemple, sans faire de pub, mais des gens comme Habitat et Humanisme, moi que je trouve incroyable, c'est des gens. En fait, on est avec des personnes en difficulté. Je déborde là. Non, non, Il vaut vas-y. mieux des relations triangulaires. Mhm. Ce que je veux dire, c'est que quand on aide, il faut être soutenu. Et à ce moment-là, il vaut mieux avoir un tiers qui fait, et c'est ce que fait Habitat et Humanisme en fait, hein, parce que d'un côté, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des fonds propres, ils mettent 100, ils empruntent 1000, parce qu'en fait c'est ça, avec les subventions, etc. Et puis à côté, ils ont une association qui accompagne les gens qui sont à l'intérieur. Et donc, là, ça manquait peut-être. Ce que je veux dire, c'est que quand on est trop en bilatéral, moi je me méfie beaucoup de la relation bilatérale. Avec des personnes fragiles, c'est bien d'être en trilatéral. Et d'ailleurs, dans le dernier séminaire Melchion, on avait eu cette idée, suite à ton intervention d'ailleurs, avec deux intervenants qui racontaient ce genre de possibilités. La deuxième histoire, ça se passe à Colombes, donc on est juste à côté, là, en région parisienne. Et c'est un appartement qui sert à loger des salariés qui sont de passage quand ils sont en province, plutôt que de les envoyer à l'hôtel. Et ça a été un succès sur une dizaine d'années chez un de nos clients où il y a eu zéro pépin, absolument, puisque pour le coup, bah, les gens ils rentrent chez eux à la fin de leur semaine, mais ça leur évite d'aller à l'hôtel et ça coûte environ 25% du prix des hôtels. Donc un autre cas d'usage où on loge des collaborateurs. Alors voilà, donc ça c'est un cas aussi un peu différent, qui est très fiscalo-social, donc je connais un petit peu. En fait, c'est bien quand c'est pas exclusif, hein. Il y a deux éléments à mon sens. Le premier, c'est qu'il y a une résidence principale qui est ailleurs. On vient, mais sa résidence principale elle est ailleurs, et on vient pour le boulot. Et puis la deuxième, c'est que on est plutôt confortable en cas de contrôle, hein, social ou fiscal. On est plutôt confortable si, ben oui, c'est pas juste le chef d'entreprise au hasard ou une personne qui utilise le logement. Parce que là, on a un autre regard à ce moment-là. Mais à partir du moment où c'est, je dirais, communautarisé, enfin où il y a du monde, ça me paraît une très bonne formule. Et c'est des frais et non pas un avantage, hein. C'est la distinction entre frais et avantage en nature. J'avais une question sur, en cas de licenciement ou de plan de licenciement, le salarié qui occupe le logement, enfin, comment ça va se passer? Est-ce que ça va être un inconvénient? Est-ce que, par exemple, ces indemnités de plan de licenciement, par exemple, vont être, ça va comprendre quoi? Ça va Moi, je pense que comprendre... l'assiette, c'est l'assiette des cotisations sociales. D'accord, donc, Donc, voilà, donc il y a une pénalisation là. Enfin, c'est un inconvénient. d'accord, donc c'est un inconvénient en plus et, Oui, et au c'est une niveau situation du... compliquée parce qu'il faut en plus lui dire, bah, faut partir du logement. Mais c'est ça, le préavis est pas forcément le même que... Alors c'est pas le même. Je crois que je l'ai enlevé, mais effectivement, il faut un peu coordonner, enfin faire au mieux. Mais il y a toujours des petits frottements, hein. Moi, par exemple, dans mon deuxième cas, bon, je crois que j'avais rajouté 100 euros parce que sans ça, je m'en tirais pas avec le SMIC, enfin, etc. Et puis, pareil, le dépôt de garantie, ben, je l'ai fait. Donc, bon, si à la fin, l'état des lieux, il y a un problème, bah, voilà. Donc, il y a voilà. J'ai une question.
Je prends le cas d'un entrepreneur, il a quelques dizaines de salariés, il trouve ça génial. Est-ce qu'il peut proposer à des salariés locataires qui ont déjà des baux de discuter avec leurs propriétaires pour basculer leur bail existant sous cette formule-là? Alors, c'est une très bonne question. Merci de me l'avoir posée. Je pense que oui, en réalité, hein. Il n'y a pas d'abus. En fait, hein, en droit, enfin, fiscal et social, très vite, on se pose la question de l'abus, hein. L'abus, c'est quoi? C'est quand la motivation est exclusivement fiscale ou sociale. Voilà. Alors, vous me direz, quand je réfléchis tout haut, c'est que le changement de situation, c'est une motivation qui est effectivement fiscale ou sociale. Donc, mais je ne vois pas trop d'abus malgré tout. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de telles conséquences, de telles différences en réalité, hein. C'est pas artificiel, c'est pas juste un montage. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des conséquences, il y a des engagements différents, des situations juridiques différentes. Et à mon sens, oui, ça peut être envisagé. Bon, à regarder au cas par cas malgré tout. En fait, donc ce que tu dis, c'est que ça concerne énormément de chefs d'entreprise. Ouais, alors en fait, oui, enfin ça peut, oui, oui, tout à fait. Mais voilà, c'est assez engageant. Je pense que le problème, hein, on voit bien, c'est que c'est assez engageant cette relation d'employeur mettant à disposition. Donc, je pense que l'aspect assurance, à mon avis, est quand même un vrai sujet. Et puis, je voulais dire autre chose. Euh, En plus, c'est vrai que c'est une situation qui peut être courante parce qu'en réalité, comme je le disais, on n'a pas tellement envie de faire ça le premier jour quand on embauche quelqu'un. C'est-à-dire quand on embauche quelqu'un, c'est toujours un peu la loterie quand même, hein. Enfin, je dirais pas que c'est la loterie, mais enfin, c'est quand même, on se connaît pas. Je lisais un bouquin là, Noise là sur l'aspect statistique, les choix et tout, et il dit les problèmes de choix de recrutement, c'est très compliqué. Donc en fait, c'est après coup qu'on est plutôt en confiance, pas en confiance, etc. Euh, et donc c'est une situation, à mon avis, qui est peut-être même à privilégier en fait. Bon, merci infiniment, Jean.